Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans cet épisode 9 du podcast C'est maintenant. Nous sommes donc toujours dans le grand thème de la confiance en soi, dans les fondations de la confiance en soi. Et puis, nous allons démarrer pour une petite série avec le thème de comment développer l'autocompassion, apprendre à se traiter avec bienveillance, à se pardonner ses erreurs et ses imperfections. Un sujet vachement important lorsqu'on vit des changements dans sa vie. Ouais. Et d'ailleurs, vous entendrez peut-être crépiter le feu à l'arrière, à l'arrière. Et donc, comment faire le lien avec l'autocompassion, c'est comment on se fait du bien aussi à soi-même, comment on est doux, comment on est bienveillant avec soi-même. Et donc, moi, en tout cas, tout à l'heure, j'avais besoin d'un petit feu pour me donner un peu de douceur en cette fin de journée. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un podcast d'introduction à l'autocompassion, avec sa signification, son importance et en particulier comment on peut l'intégrer dans les périodes de transition. Et comme d'habitude, nous avons une citation à vous proposer qui sera évoquée par Jean-Marc. Oui, super, je me suis pas préparé. Alors, Comment ça, j'avais oublié que c'était à moi. Mais oui, c'est ça en fait. La citation en question est une citation de Christine Neff. Être doux avec soi-même dans les moments difficiles est la clé de la résilience. Être doux avec soi-même dans les moments difficiles est la clé de la résilience. Alors moi, j'ai déjà là tout de suite envie de te poser la question, pour toi, c'est quoi la résilience ? Parce que peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, ce terme-là. La résilience, c'est la capacité à surmonter les obstacles. Voilà, pour faire simple. Une capacité que nous possédons tous, dont nous ne sommes pas forcément conscients. Voilà, et c'est une notion qui a été très véhiculée dans les milieux francophones par Boris Cyrulnik, en particulier, le chercheur, écrivain et tout un tas de choses. Voilà, une notion dont on entend parler depuis maintenant 15-20 ans de façon beaucoup plus importante qu'avant. Et du coup, cette citation t'inspire quoi ? Alors, être doux avec soi-même dans les moments difficiles est sans doute une des choses les plus difficiles. Voilà ce que ça m'inspire. C'est sans doute une des choses les plus difficiles. Mais j'aime bien en fait cette citation parce que elle aurait pu dire, Christine Neff, qui est une spécialiste de l'autocompassion, elle aurait pu dire s'accorder de l'autocompassion dans les moments difficiles est la clé de la résilience. Mais l'autocompassion, ça reste pour beaucoup, je pense, un terme un peu comme ça, un peu vague. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On entend parler de compassion. Bon, on a tous entendu parler de compassion. Peut-être qu'on se dit que la compassion, c'est pareil que l'empathie, que l'estime de soi, etc. Donc, ce sont des notions qu'on n'aura pas le temps d'aborder dans ce podcast, à moins de faire un podcast de 2 heures.
Ce sont des notions qui ont des points communs, mais qui ont aussi des différences. Et donc j'aime bien en fait l'idée que Christine Neff résume ça par un mot que j'adore: douceur. Et ce mot finalement, Je vais aller te faire un chocolat chaud tout de suite. Hein. ouais, ok, ça va. Vas-y, je m'occupe du podcast. Effectivement, ce mot de douceur pour moi résume très très bien, dans des termes plus familiers, ce dont on parle quand on parle d'autocompassion. Donc voilà, être doux avec soi-même dans les moments difficiles, c'est la clé de notre capacité à surmonter les obstacles. Donc c'est très intéressant, je pense que c'est quelque chose qu'on va explorer pendant ce premier épisode, et puis pendant les épisodes suivants qu'on a prévus sur cette thématique-là. Et toi, ça t'évoque quoi? Alors moi, je trouve cette citation pas très simple. Parce que je crois que dans les moments difficiles, c'est très compliqué pour moi de mettre de la douceur, de me donner de la douceur. Parce que précisément, quand je suis dans ces moments difficiles, j'ai de la difficulté à accepter, en fait, le fait que j'ai des échecs, que j'ai des erreurs, que je sois pas pleinement alignée. Et donc, me donner de la douceur, justement, quand c'est compliqué, ben, je trouve que c'est un sacré exercice, en fait. Et pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est un sacré exercice? Bah parce que c'est difficile, je crois, parce que ça mobilise complètement mon mental en grande priorité. Qu'est-ce qui mobilise ton mental? Le fait de te donner de la douceur? Non, les échecs, les erreurs, enfin la perception que j'en ai en fait D'accord. dans ces périodes de transition, principalement, qui sont déjà des périodes pour moi de mouvance et de changement et de turbulence, suivant comment. Et dans ces périodes-là, si je suis en contact et en lien avec mes erreurs, avec mes échecs, c'est d'autant plus difficile pour moi de me donner de la douceur. Ouais. Parce que j'ai l'impression de beaucoup, en fait, mobiliser ma tête, mon cerveau, mes ruminations, et que je suis obligée de sortir de ça à quelque part, comme si, voilà, c'est comme tout un tas de feuilles pleines d'écriture que j'ai dans ma tête, et puis que je suis obligée de sortir de ma tête pour remettre de l'espace. Et dans cet espace-là, je peux me réapproprier de la douceur. Mais je suis obligée comme de faire le ménage avant. Parce que j'y arrive pas forcément ensemble. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et puis dans ces moments-là, je crois que tu as raison, il y a aussi une tendance qui peut exister d'être assez critique envers soi-même, d'être peut-être assez dur pour certaines personnes dans ces moments où voilà, secoue-toi, bouge-toi, c'est le moment de changer des choses, c'est le moment de passer à l'action, t'attendais cette occasion depuis très longtemps, c'est le moment de changer, hein, quand on parle en fait des périodes de changement, de transition, des changements de vie. Et donc, chez certains d'entre nous, il peut y avoir en fait cette tendance à, voilà, quelque part prendre le fouet, puis tu vois, s'auto-flageller en fait pour avancer de l'avant, et du coup amener de la douceur dans l'auto-flagellation, à moins qu'on ait certaines tendances. C'est pas quelque chose d'aisé, en effet. C'est plutôt quelque chose d'assez difficile. Puis tu parlais des erreurs personnelles, ses propres erreurs, ses propres échecs qui ressortent aussi, parce que parfois on est projeté dans des périodes de changement ou de transition parce qu'on a commis des erreurs ou qu'on a commis des échecs. Je sais pas, on a construit sa vie sur une mauvaise idée, puis on se rend compte que tout à coup, c'est pas ça qu'on voulait. On a pris la décision de changer de lieu de vie, puis ça s'est pas passé comme il fallait. On a voulu changer de travail, et puis ça s'est pas passé comme il fallait. On a changé, je sais pas, de compagnon, de compagne, de chien, de poisson rouge, et puis ça s'est pas passé comme il fallait. Et il peut y avoir dans ces moments-là, du coup, une espèce de difficulté à accueillir en fait le fait qu'une erreur peut-être a été commise, un échec dans la version la plus hard de la situation, ça peut être difficile, et du coup ça met de la douceur dans un moment comme ça. C'est pas forcément évident. Non, d'autant que dans ces périodes-là, j'ai l'impression que le plus fort critique, en fait, c'est celui que j'ai moi vis-à-vis de moi. Et en fait, mon propre critique, il est intransigeant, il est Mon critique rigide. intérieur, tu veux dire? Mon critique intérieur, il est intransigeant, il est rigide, il est noir, sombre. Waouh, dans tout ça, imaginez, dans une zone très 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 grise, amener un peu de bleu ciel, je trouve que c'est pas évident. Et puis ce qui ajoute encore, je trouve, de la difficulté, c'est que si je suis dans cette perception d'un échec ou d'une erreur,
et que je suis dans une période de transition et qu'en plus dans ma tête je bois plutôt du gris foncé, j'ai encore le sentiment peut-être d'une forme de culpabilité qui est là et donc qui se rajoute au fait que j'ai de la peine à être dans le pardon avec moi-même. Et donc tout ça fait quand même un paquet assez massif. Et donc dans ce paquet assez massif, remettre de la douceur, je trouve que c'est définitivement assez challengeant. Un autre aspect qui peut aussi toucher peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est que pour certaines personnes, le fait de s'amener de la douceur dans les moments difficiles pourrait ressembler à une forme de pitié pour soi-même, d'auto-apitoiement, tu vois. Ah oui, mais c'est une situation qui est difficile et donc c'est pas le moment de m'amener de la douceur. Il faut que je sois, tu vois. Vous me voyez pas, hein, mais on pourra... Non, mais il pourrait très bien faire les voix dans un Disney, Jean-Marc. Il y a cette espèce de guerrier ou de guerrière intérieure qui peut être là, et puis dit voilà, maintenant il faut aller au bout du combat. Et en gros, c'est pas le moment du tout de s'amener de la douceur, quoi. Si je fais ça, quelque part, il y a une forme de faiblesse en moi. Je suis en train une forme de complaisance en moi. Et donc je pourrais penser qu'il y a quelque chose d'une certaine façon d'anti-naturel ou d'anti-productif ou d'anti-changement, tu vois. Prendre soin de soi dans un moment où c'est pas évident, ce serait peut-être un peu pour certaines personnes comme dire ben voilà, je suis en train d'accoucher d'une nouvelle situation et puis là stop quoi, offre-toi de la douceur. Ouais, moi ça ressemble un peu ça pourrait ressembler comme un désaveu, comme un désaccord, comme quelque chose de pas pas autorisé même, tu vois. Donc comment moi je me suis construite dans ma vie, me donner de la douceur à moi-même, ça pourrait s'apparenter à quelque chose qui m'est pas permis. Une faiblesse quoi. Une faiblesse. Ouais. Et puis du coup je me retrouverais dans une forme de comment dire, de honte, hein. Ouais, je pense que je pourrais avoir assez honte de me retrouver là-dedans dans des périodes difficiles comme ça. Ouais. Ça pourrait aussi envoyer certaines personnes à des notions d'égoïsme ou comment ça, tu vis une situation difficile et en fait tu prends du temps pour toi, mais c'est super égoïste quoi. Là, je sais pas, imaginons que la période de changement dans laquelle je suis entraîne avec moi des proches autour de moi, que ces proches soient préoccupés en fait des périodes de changement que je suis en train de traverser. Je pourrais avoir cette idée que si je prends du temps pour moi, pour m'offrir de la douceur dans un moment comme ça, c'est très égoïste, très égocentrique, très tourné vers moi, alors qu'il y a des gens autour de moi qui comptent sur moi pour que les choses changent. Oui, puis qui attendent un changement, qui attendent peut-être un résultat, et puis pour qui en fait tout le focus est mis sur le changement et sur ce qu'il va produire. Ouais. Or, dans le changement et ce qu'il va produire, pour moi, ça mobilise vraiment en grande partie le haut du corps, c'est-à-dire la tête, le mental. Et puis là, au milieu, il faut quand même trouver comment raligner le mental avec le cœur, parce que finalement, on peut choisir une période de transition et un changement avec le cœur, et puis être complètement en fait par le mental déboussolé de notre destination à quelque part. C'est ça. Donc tout ça, en fait, c'est important, je crois, de le dire au début de cet épisode, parce que beaucoup de personnes peuvent avoir de fausses croyances ou de fausses idées au sujet de ce qu'est l'autocompassion, de ce que n'est pas l'autocompassion, de ce qu'est la douceur, de ce que n'est pas la douceur. Comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir un peu des chevauchements comme ça entre les notions. Et donc ça me paraît important, simplement de poser ces éléments-là qui font partie des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'être humain à s'accorder du temps, à s'offrir de la douceur dans un moment où l'idée sous-jacente, ce serait au contraire de mettre toute son énergie dans le fait de parvenir au changement désiré ou d'aller vers le changement désiré. Or, on sait aujourd'hui de multiples manières, la recherche est très avancée sur le thème de l'autocompassion, et donc je vais citer quelques éléments. Des recherches qui ont été faites en 2011 par Barnard et Curie, par Hoffman, par Macbeth et Gumley en 2012, par Christine Neff également en 2012, par Crocker et Canavello en 2012, et je pourrais en citer en fait beaucoup d'autres. Donc on a fait des recherches sur les effets des pratiques en fait de douceur envers soi-même, d'autocompassion, sur le bien-être général. Et on a pu constater une amélioration du bien-être psychologique, un sentiment d'accomplissement,
aussi lorsque ces pratiques-là en fait sont mises en œuvre dans les périodes de transition et de changement. On a pu constater une amélioration de l'intelligence émotionnelle, hein, cette capacité en fait non seulement à se connecter à ses propres émotions, mais aussi à mieux percevoir en fait les émotions des autres. Une augmentation des émotions positives. Alors, j'aime pas tellement le terme d'émotion positive, mais voilà, c'est comme ça en tout cas que la recherche l'évoque. Je préfère parler d'émotions agréables plutôt que de poser un jugement sur une émotion qui serait soit positive, soit négative. Je préfère parler d'émotions agréables. En tout cas, une augmentation de ce type d'émotions-là dans la vie des personnes qui pratiquent. Une gestion beaucoup plus saine de l'adversité. Donc, du coup, ça veut dire que si je m'offre de la douceur, dans un moment de changement en fait dans ma vie, eh bien je peux beaucoup plus facilement faire face à ce même changement. C'est ça que ça veut dire. Donc on a tout intérêt à le faire. L'adoption d'un mode de vie plus sain, ça aussi ça peut être quelque chose. Hein. Lorsqu'on est dans ces phases de changement, on peut négliger son alimentation, négliger l'exercice physique, négliger en fait tout un tas d'aspects qui sont très importants. Et le fait de s'offrir de la douceur à soi-même, on constate une adoption d'un mode de vie beaucoup plus sain. Et puis encore d'autres améliorations, le lien social, l'empathie, l'altruisme, le pardon, etc., etc. Donc, on sait aujourd'hui, au travers des recherches que j'ai évoquées, et d'autres, hein, elles sont nombreuses maintenant, que la pratique de la douceur envers soi-même, la pratique de l'autocompassion est quelque chose d'absolument essentiel dans notre vie. Et il me revient en mémoire, en t'écoutant parler, un exercice que j'ai eu l'occasion de faire dans un cours d'autocompassion que j'ai fait avec mon frère. Et c'était vraiment incroyable parce que mon frère, qui était donc la personne qui donnait du coup la formation, nous invitait, nous les participants, à se faire une caresse sur la joue. Vraiment. Et puis à le faire de manière extrêmement douce, extrêmement lente, en pleine présence. Et donc, je voyais mon frère nous montrer cet exercice-là, et je crois que j'avais jamais vu mon frère se donner de la douceur à lui-même. Et ça m'a profondément émue, en fait, ce jour-là. Puis je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un truc incroyable de se donner de la douceur et de voir quelqu'un qui se donne de la douceur. Et du coup, on a dû faire l'exercice, et cet exercice-là, il est vraiment tout simple et tout bête, et il aurait pu passer complètement inaperçu. Mais c'est un exercice que j'ai trouvé facile à faire parce qu'on était en groupe puis que c'était la consigne, et que je retrouve extrêmement difficile à faire chez moi quand je suis dans des périodes de chamboulement. Et pour autant, c'est un exercice qui m'a beaucoup touchée à l'intérieur, parce que c'est vraiment aussi par ce geste-là de douceur et de tendresse, reprendre soin de moi, reprendre soin de mon enfant intérieur, reprendre soin de mon enveloppe corporelle. Alors si c'est un exercice parce que moi je t'ai jamais vu faire ça, hein, donc concrètement, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment concrètement, dans ta vie de tous les jours, dans notre vie agitée de toutes sortes de projets et de sujets, comment concrètement fais-tu pour t'offrir de la douceur ? Alors, je dois avouer que de me donner de la douceur et de refaire cet exercice-là sur mon visage, c'est un truc qui m'est particulièrement difficile. Je le fais de temps en temps devant le miroir, mais parce que c'est comme si j'avais quelqu'un en face, et du coup, ça me simplifie l'exercice. Par contre, je le pratique sur mes mains, qui sont un élément de mon corps que j'aime pas spécialement, avec lequel je bataille. Et quand j'ai besoin, en fait, de douceur et de me pardonner, en fait, le propre jugement que j'ai sur mes mains, je sais que c'est quelque chose que je fais, que je peux faire. Et puis de me redonner de la douceur à ce moment-là. Et ça passe par des caresses, ça passe par le fait de les regarder attentivement, ça passe par le fait d'avoir de la gratitude, en fait, pour ce qu'elles me permettent, parce que clairement, sans main, je ferais pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui. La vie serait bien différente pour moi. Donc, en tout cas, avec cette partie-là de mon corps, c'est assez aisé pour moi de le faire. Sur le visage, ça l'est moins. Ça répond à ta question ? Oui, bien sûr. Après, je sais qu'il y a plein d'autres façons dont tu le fais, mais voilà, c'est ce qui vient là spontanément. Moi, pour parler un petit peu de moi, donc, puisque tu me poses la question, comme tu le sais, j'ai traversé, en partie avec toi d'ailleurs, une période extrêmement difficile il y a 3 ans de ça. On est avant le 2e confinement Covid en France.
Voilà, je suis dans une phase de séparation avec mon ex-femme, et puis j'en peux plus en fait, et je prends la décision de venir passer quelque temps en Suisse. Donc je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé à cette période-là, mais en tout cas on est aujourd'hui toi et moi ici, l'un en face de l'autre. Mais ça a été une période vraiment vraiment très difficile, avec l'impression que j'avais pas d'avenir en fait, que j'avais pas d'avenir, où j'ai broyé. Tu parlais d'idées gris foncé tout à l'heure. Moi, c'était des idées noir foncé. Alors je sais pas si d'un noir intense. Noir foncé, j'ai parfois même eu à ce moment-là dans ma vie des idées suicidaires en fait qui me sont passées par l'esprit. Alors brièvement, mais quand même, un état de fatigue extrêmement intense. Et pourtant, je devais faire un certain nombre de choses. Et donc m'offrir de la douceur pour moi a été pas une forme d'évidence, mais en tout cas une nécessité absolue. Parce que peut-être qu'il y a des stades dans nos vies où on arrive dans ces endroits-là. Alors, il faudrait pas qu'on arrive là. Les situations de burn-out, de bore-out, les situations de dépression, les situations, voilà, des situations qui sont vraiment des situations extrêmement, comment je pourrais dire ça, défiantes, challengeantes à tous les niveaux, hein. À la fois au niveau corporel, au niveau physiologique, parce que le corps est épuisé, au niveau des émotions, parce que les émotions sont sans dessus-dessous, au niveau mental, parce que le mental est soit complètement accroché en fait sur un certain nombre d'idées, soit complètement confus dans un certain nombre de choses. Donc ce sont des périodes qui sont très très compliquées. Voilà, j'ai cherché à prendre soin de moi de toutes sortes de façons, avec des balades en forêt, avec de longues douches chaudes à l'époque. Maintenant, je prends des bains froids. Mais ta vie a changé. Hein. ma vie a changé, ouais. Avec de longues douches chaudes. Avec le fait de m'offrir au moins un bon repas par jour, etc., etc. Donc des façons en fait de m'offrir de la douceur dans une période de transition difficile. Aujourd'hui, cette période de transition extrêmement difficile est passée, mais je suis toujours en transition, hein, comme on l'a dit au début en fait de ce podcast. En fait, les phases de transition, elles sont permanentes. On est un jour, on meurt un autre jour, et entre les deux, on est en chemin. En fait, la transition, elle est permanente. Donc actuellement, toi et moi, on passe par une période de vie dans laquelle il y a 1000 choses. C'est pas toujours évident de trouver du temps pour faire tout ce qu'on a à faire, pour penser aux projets auxquels on a à penser, et en même temps pour que je prenne soin de moi et que je prenne soin de nous. Donc trouver des espaces pour ça, c'est pas évident. Et par exemple, pour moi, très concrètement, une des façons dont je veux prendre soin de moi aujourd'hui, c'est à la fois en faisant de l'exercice 3 fois par semaine. Donc je me suis remis à l'exercice 3 fois par semaine, 30 minutes d'exercice. C'est pas, je suis pas à aller faire soulever des poids 2 heures à la salle. Je fais ça à la maison, comme tu le sais, de façon extrêmement simple. Les jours où je ne fais pas d'exercice, je prends un bain froid. Ok, donc un bain froid de 17 minutes très exactement actuellement. Qui est aussi une façon de rebooster mon corps, mon immunité, etc. Et puis le week-end, normalement, là on tourne un podcast, alors je le fais par plaisir, mais je demande à ce que le week-end, le dimanche, il n'y ait aucune activité professionnelle. Je veux pouvoir avoir une journée parfaitement off, en fait, dans ma semaine. Pour moi, ce sont des façons, en plus je fais attention à mon alimentation, même si je bois un petit rhum coca de temps en temps, je fais quand même attention à mon alimentation. Pour moi, ce sont toutes ces façons-là, en fait, dont je vais m'offrir de la douceur et m'offrir de l'autocompassion. Et je sais que des façons, tu en as aussi 1001. C'est pour ça que je disais, c'est un épisode, on pourrait sans doute passer 4 heures dessus. On va pas avoir le temps de le faire. Mais du coup, par rapport à ce que je te dis, est-ce que dans ton quotidien d'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui te viennent à part le fait de te caresser les mains ? Oui, parce que me caresser les mains, je le fais pas. C'est pas une pratique que je fais forcément au quotidien. C'est ça. Par contre, au quotidien, oui, il y a des choses que je fais. Par exemple, on a toute une collection de tasses à la maison qui sont pas identiques l'une à l'autre. Ouais, c'est ça. Et une des choses que j'aime particulièrement faire, et ça participe à ces moments de douceur que je me donne envers moi-même, c'est que je prends le temps de choisir la tasse dans laquelle je vais boire mon chocolat chaud ou ma chicorée ou ma tisane. Et de la même manière, si on boit un verre le soir, je vais faire la même chose en fait. J'ai toutes sortes de verres différents. Et j'aime me poser la question de, ok, aujourd'hui, ce soir, c'est quel verre qui me ferait du bien ou qui me ferait plaisir ou que je trouve beau ce soir. Et puis les tasses, on a des petites
petite phrase dessus et donc du coup je choisis la petite phrase que j'ai envie. Ouais. Et il n'empêche que souvent quand même ça donne une espèce d'impulse à l'intérieur de moi et ça oriente mon énergie, Bien quoi sûr. qu'il en soit. Ouais, c'est ça. Et on pourrait donner 1000 autres exemples. Donc l'idée finalement avec laquelle j'aimerais que nos auditeurs puissent être là, c'est que s'offrir de la douceur, c'est pas forcément quelque chose qui demande, même si c'est très bien, hein, attention, qui demande, je sais pas, d'aller se faire masser 1 heure par semaine chez quelqu'un. Faites ça aussi si vous avez besoin. Prendre rendez-vous une fois de temps en temps chez votre ostéopathe si vous avez des douleurs ici et là, d'aller faire les examens médicaux et de santé qui vous préoccupent parce que peut-être vous avez des petits soucis, etc. Il y a 1001 façons de faire différentes. Et donc j'aimerais peut-être préciser une définition en fait de l'autocompassion qui est celle que je donne aux gens que je forme à la facilitation de la méditation de pleine conscience. L'autocompassion, c'est une conscience aimante de l'expérience et une conscience aimante de l'expérimentateur. C'est-à-dire que pratiquer l'autocompassion, c'est aimer l'expérience que je vis. C'est quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. C'est-à-dire c'est inconditionnel. Et c'est aussi aimer l'expérimentateur que je suis, quel que soit l'état dans lequel je suis. Donc, il y a dans la dimension de l'autocompassion une dimension d'accueil inconditionnel de soi et de son expérience, une dimension d'amour inconditionnel de soi et de l'expérience vécue. Et très concrètement, l'autocompassion, c'est la capacité de s'offrir à soi du soutien en reconnaissant sa propre souffrance. C'est-à-dire, je reconnais que je vais pas bien. Je reconnais que j'ai mal quelque part. Je reconnais que je suis fatigué. Je reconnais que j'ai besoin de repos. Je reconnais que j'ai peut-être besoin de voir des gens. Je reconnais en fait l'état dans lequel je suis, la souffrance éventuellement dans laquelle je suis, et je me tends la main à moi-même en disant « Ok Jean-Marc, là c'est le moment de ralentir et prendre soin de toi. » Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'arrive à tenir dans la durée, dans ma vie, en faisant 1000 choses depuis sans doute beaucoup trop longtemps, c'est parce que tout au long de ma vie, je me suis organisé comme ça des rituels, comme tu le dirais avec tes propres mots, des espaces, des moments où j'ai consciemment reconnu que là, ok, mon gars, là, t'es à fond depuis un moment, t'as des douleurs à cet endroit-là, va prendre soin de toi, va voir un ostéo, des ostéos, j'en ai éclusé, s'il y a des ostéos qui m'écoutent, vous faites un merveilleux métier, c'est fantastique. D'autres, et je sais que ça a été ton cas, ça a été les massages. Donc pendant ces périodes-là, en fait, je me suis octroyé de la douceur à moi-même parce que je savais que j'avais besoin de ça en fait pour pouvoir avancer dans le changement. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait retenir. L'autocompassion, c'est une acceptation inconditionnelle de soi-même et peut-être surtout dans nos moments les plus difficiles. Oui. C'est remettre en fait au centre de la vie et de notre vie la vibration élémentaire de l'amour, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme piste ? Alors, moi, je devrais pas dire ça comme ça, mais une piste qui m'a été merveilleusement aidante depuis maintenant quand même quelques années, c'est mes pratiques de pleine conscience, qui sont, alors pas toujours quotidiennes, hein, je dois bien l'avouer. Il y a des périodes comme ça où c'est très quotidien, d'autres où c'est, enfin, ça dépend encore, parce que la pratique finalement, il y a la formelle et l'informelle, et donc bon. Mais en tout cas, d'être dans des pratiques de conscience, de pleine conscience tous les jours, m'a beaucoup aidé à reconnaître en fait et à accueillir mes pensées et mes émotions. Et dans un deuxième temps, de les accueillir, de les reconnaître et puis de savoir où elles se passent dans mon corps. Et à partir de là, de pouvoir avoir une action bienveillante. Quand tout à coup, je sens qu'une émotion se passe dans mon ventre, dans ma gorge, dans ma tête, je suis en train de le faire pendant que je discute avec toi, en fait. C'est pas un podcast vidéo, mais des fois, je me dis que ça vaudrait la peine. Ouais. Du coup, voilà, je peux poser mes deux mains sur mon ventre puis me dire, OK, Jacqueline, c'est OK, en fait. Ce qui est là, c'est OK. Et aime-toi toi-même dans ce que tu es en train de vivre. Oui. Et c'est OK.
Tu peux être raccord avec ça. Il n'y a pas besoin de te flageller dans quelque chose de critique. Mais pour ça, tu as dû passer par un processus d'apprentissage, c'est ce que tu disais, dans lequel reconnaître et accueillir tes pensées et tes émotions, c'était pas forcément quelque chose d'évident avant. C'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça que je dis. Il a vraiment fallu que finalement je me mette dans une forme que je trouve la rigueur nécessaire pour pouvoir faire des pratiques formelles le plus souvent possible. Et de partir d'une pratique formelle qui durait 5 minutes, à 7 minutes, à 12 minutes, et puis à 15, et puis à 20, et puis à une demi-heure, et puis à 45 minutes, et puis et plus. Mais c'est vraiment, je pense, le fait que ce soit régulier et que ça revienne, que ça m'a permis d'ancrer quelque chose en moi qui m'a permis de connecter en fait à ce qui est là. C'est ça, exactement. Moi, une des choses que je pourrais donner comme piste à tous les gens qui, comme moi, pendant très longtemps, ont pensé que la perfection était de ce monde, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, eh bien, c'est tout simplement de se rappeler que l'imperfection humaine n'existe pas. L'imperfection fait partie la perfection humaine n'existe pas. L'imperfection fait partie de la condition humaine. Elle fait partie de notre humanité en fait commune. Et finalement, dans les défis que je traverse, quels qu'ils soient, et alors j'aime bien cette idée que on a des vies qui sont très différentes, nous tous les êtres humains. Enfin voilà, la vie que toi et moi on mène ici en Suisse à Écublens est très différente de celle d'un émir qui vit à Dubaï, qui est très différente de celle d'un enfant qui grandit dans les bidonvilles à Calcutta. Et qui est très très différente de quelqu'un qui vit, je sais pas, dans les grandes forêts d'Alaska. On a des vies qui sont très différentes, contextuellement parlant, et pourtant, en tant qu'être humain, nous avons cette humanité commune qui fait que malgré nos différences, la façon dont nous sommes câblés fait que nous traversons tous les mêmes émotions. Il existe une palette de sentiments différents, mais ces sentiments, on va les retrouver à un moment donné ou un autre chez tous les êtres humains. Et puis, en tant qu'être humain, on fait tous face à la naissance et à la mort de façon ultime. Donc, il y a beaucoup de points communs en fait qui sont entre nous. Donc, l'idée, c'est que parfois, dans ces moments où nous traversons des défis, nous pouvons avoir l'impression d'être un peu seuls. Tu sais, avec cette idée que ce que je vis, il y a que moi qui le vis, quoi. Ce que je traverse, il y a que moi qui le traverse, et en gros, il y a personne qui peut comprendre. Vous pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de traverser, parce que vous êtes pas en train de vivre et de traverser ce que je traverse. Et d'une certaine façon, c'est vrai, et d'une certaine façon, c'est faux. Et donc, j'invite en fait nos auditeurs, nos auditrices à se dire, ok, de quelle façon est-ce que finalement, je ne suis pas la seule personne à faire face aux défis que je suis en train de traverser. Et voilà, on pourrait donner l'exemple des alcooliques anonymes, on pourrait donner l'exemple de groupes de parole divers et variés, etc., qui peuvent permettre de réunir des gens qui se sentaient isolés dans un domaine et qui vont trouver, en fait, finalement, dans la réunion avec d'autres personnes, des contextes différents, des vies différentes, des niveaux sociaux différents, mais un problème identique qui va les reliés autour de cette fameuse humanité commune dont je suis en train de parler. Voilà, donc nous sommes des êtres imparfaits. On est des êtres imparfaits. D'ailleurs, si toi et moi, on est en train de discuter, c'est qu'il y a bien quelque chose d'une humanité commune qui nous relie, et les gens qui nous écoutent sont en voyage avec nous dans cette humanité commune. Absolument. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Moi, je t'ai coupé, désolée. Non, aucun souci. C'était très bien. Quelle autre piste on pourrait donner ? Une autre piste, toujours, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. C'est que c'est une piste importante. C'est que c'est une piste importante et peut-être pas toujours évidente à mettre en pratique, c'est de transformer en fait notre dialogue intérieur qui est critique dans ces moments-là en un dialogue encourageant et bienveillant. Ouais, veillez en fait à ce que vous vous dites intérieurement, à la façon dont vous pensez intérieurement, à ce que vous vous dites à votre propre sujet. Est-ce que vous avez un langage dur intérieurement à votre propre sujet? Un langage dur vis-à-vis de vos proches intérieurement. J'écoutais quelqu'un cet après-midi qui me disait, je me rends compte à un moment donné que dans mon travail, je me suis retourné contre l'apprenti que j'ai sous ma responsabilité parce que j'avais pas d'autre espace en fait pour le faire, et toute la frustration, la colère qui était là en fait, cette personne l'a orienté vers
cette apprenti en me disant, mais j'ai bien conscience en fait que elle a rien à voir là-dedans, qu'elle y peut rien, mais voilà. Donc parfois dans ces périodes-là, le dialogue que vous menez intérieurement et le dialogue que vous menez extérieurement va être aussi une façon de prendre conscience que peut-être faudrait-il par vos mots, les mots qui encapsulent votre vision personnelle, votre perception personnelle du monde à un moment donné, peut-être faudrait-il réviser la façon dont vous parlez à vous-même, dont vous parlez aux autres, dont vous parlez du monde de façon générale, pour modifier quelque chose dans cette perception et aller vers plus de bienveillance. C'est un très très bon conseil. Et puis on peut peut-être identifier des modèles de compassion qu'on a dans nos vies, ou trouver des histoires qui nous inspirent et puis qui nous guident en fait dans notre parcours de l'apprentissage de l'autocompassion. C'est ça. Peut-être au travers de biographies, de films. Alors on n'a pas fait de liste à ce sujet-là, mais peut-être y a-t-il des films qui vous ont touché. Il y a beaucoup de films sur le changement, des films pour se faire du bien. Si vous tapez sur Internet, liste de films pour se faire du bien, liste de films sur le thème du bonheur, liste de films sur le thème du etc. Vous pourriez trouver en fait peut-être certains films que vous n'avez pas vus et qui peuvent être des histoires justement intéressantes pour vous questionner à ce sujet-là et vous inspirer dans votre parcours de douceur envers vous-même. Quelques exercices pour aller gentiment vers la fin de ce podcast. Est-ce que tu as envie de parler du premier ou je le fais ? Vas-y. Ok, alors on va vous parler de l'arbre de la douceur ou de l'arbre de l'autocompassion. Alors c'est un exercice très simple dont l'objectif consiste à visualiser et cultiver de façon très pragmatique vos qualités intrinsèques d'autocompassion, vos qualités de douceur. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez dessiner un grand arbre sur une feuille de papier. Alors, vous prenez une feuille de papier big format, genre format A3, A2 même si vous trouvez. En tout cas, un grand format sur une feuille de papier. Et si vous n'avez pas un grand format A3, on trouve ça dans toutes les papeteries. Vous pouvez coller plusieurs feuilles A5 les unes sur les autres. Donc, vous allez dessiner un grand arbre sur cette feuille de papier. En bas de l'arbre, vous allez avoir les racines, bien sûr, et les racines, elles vont représenter la source de ce qui fait votre force intérieure, vos valeurs personnelles, celles qui sont importantes pour vous. On en a parlé dans un épisode précédent. Les expériences passées qui vous ont renforcé vous ont construit dans la personne que vous êtes devenue. Les soutiens familiaux, peut-être, que vous avez reçus. Alors, on n'a pas reçu du soutien familial dans toutes les familles, mais si vous avez reçu du soutien familial dans votre famille, notez quel type de soutien vous avez reçu. Si c'est de la part d'amis, notez de la part d'amis, etc. Bref, vous notez tout ça. Toutes ces choses, en fait, qui, quelque part, font le socle de votre force intérieure. Ce sont les racines de votre arbre. Puis vous allez dessiner un tronc, beau tronc, là, comme ça, qui va symboliser votre capacité à rester solide face aux défis. C'est un tronc qui va pas... c'est pas une tige qui va se balancer au gré du vent. Un roseau, quoi. C'est pas un roseau. C'est pas un roseau, c'est un arbre. Un tronc qui va symboliser votre capacité à rester solide face aux défis que vous rencontrez. Qui va symboliser aussi votre capacité à surmonter les obstacles, à grandir aussi d'une certaine façon, donc votre capacité de résilience. Et puis, vous allez dessiner des branches qui vont représenter les différentes manières dont vous pouvez pratiquer la douceur dans votre vie. Ok ? Alors, ça peut être de plein de façons différentes. Il peut y avoir une branche qui va concerner l'exercice physique, une branche qui va concerner les relations humaines, une branche qui va concerner le fait de prendre soin de soi au travers de massages, de boire des chocolats chauds, de je ne sais quoi, une branche qui va concerner peut-être le développement de soi, la connaissance de soi au travers de lectures, de stages, etc. Donc vous dessinez plusieurs branches et puis sur chacune de ces branches, il va y avoir des feuilles. C'est un arbre avec des feuilles. Et pour chacune de ces feuilles, vous allez écrire une action concrète, une action spécifique d'autocompassion, de douceur que vous pouvez entreprendre ou que vous avez déjà entreprise par le passé. Ça peut inclure des moments où vous vous êtes donné la permission de vous reposer, comme je le disais tout à l'heure, des moments où vous vous êtes parlé gentiment, intérieurement, des moments où vous avez accepté vos imperfections, des moments où vous avez allumé des bougies en rentrant chez vous,
des moments où vous êtes offert à un automassage, etc., etc. Vous allez noter tout ça sur les feuilles qui sont en lien avec les branches thématiques de votre arbre. Et comme ça, vous allez pouvoir visualiser et cultiver petit à petit vos qualités d'autocompassion. Oui. Et pour faire cet exercice, on peut même proposer en amont de se mettre debout chez soi et puis t'imaginer être un arbre. Ouais, Avec, il va falloir bouger un moment. Alors, Ouais. vous êtes un arbre et puis votre compagnon, votre compagne vient et vous colle des post-it sur les bras, sur les doigts, et puis vous bougez plus. Et vous restez... Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est dans l'idée, parce que quand on dessine, en fait, on peut être à l'extérieur de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je le dis, en fait. Et puis, l'idée, je me disais, mais tiens, moi, si je faisais cet exercice-là pour moi, je pense que instinctivement, je me mettrais debout. Et puis, je me dirais, OK, je suis là, planté. Donc, mes pieds, il y a les racines, c'est mes fondations. Le tronc, ben, il faut qu'il bouge pas, il faut qu'il puisse assimiler, accueillir, puis après, il y a les branches. Puis après, je pense que je dessinerais. Ok, d'accord. Ça marche. Un autre exercice qu'on peut proposer? La petite boîte aux lettres. La boîte aux lettres La de la petite- douceur. La petite boîte aux lettres de l'amour inconditionnel. Ouais, exactement. Avec comme objectif dans cette boîte aux lettres de pouvoir créer un espace sûr pour expérimenter, pour exprimer et accueillir en fait tous nos sentiments. Donc l'idée c'est vraiment de vous trouver une boîte en carton, une bête boîte en carton. Ça peut être une boîte que vous avez reçue par la poste, une boîte de thé, une boîte de chocolat, n'importe. Un ancien emballage de Un trucs. On ancien peut trouver emballage, ça c'est aussi ça. dans n'importe quelle papeterie ou une boîte, magasin quoi. de bricolage. Et puis vous décorez cette petite boîte pour en faire en fait votre boîte aux lettres de l'autocompassion. Une petite boîte d'amour. Exactement. Mhm. Vous faites une petite fente avec un petit clapet dans lequel, chaque fois qu'en fait vous vous sentez dépassé par des pensées négatives, par des doutes, par des critiques envers vous-même, vous les écrivez sur un petit papier. Mhm. Puis après, le petit papier, vous pouvez soit le glisser dans votre petite boîte aux lettres, soit le plier, soit le mettre dans une petite enveloppe, même si vous voulez, et puis vous l'envoyez dans votre boîte aux lettres. Mhm. Voilà. Et puis à la fin de la semaine ou à la fin du mois, L'air de rien, c'est une excellente façon en fait de se sortir de la tête, du mais cœur, vraiment. quelque chose qui est là et qui est désagréable en fait. Hein. Donc, Mais vraiment. ouais. Et puis c'est vraiment sortir de soi quelque chose qui est désagréable, quelque chose avec lequel on mouline. Et puis par le fait de faire quelque chose de créatif, Mhm. c'est vraiment un élan de le sortir Mhm. et puis de faire comme de l'espace à l'intérieur de soi. Mhm. Donc voilà, à la fin de la semaine, vous prenez le temps de relire. Vous ouvrez votre boîte aux lettres Mhm. avec curiosité Mhm. et puis vous relisez ces pensées. Et puis voilà, vous pouvez dans un journal avec compréhension et compassion en fait répondre à ces petits papiers. Comme on le ferait, comme vous le feriez pour un ami cher. C'est-à-dire, si vous avez un ami cher, en fait, qui vous dit des choses qui sont comme ça assez difficiles, des critiques envers lui-même, vous allez peut-être lui donner des réponses bienveillantes. Là, en fait, c'est à vous-même que vous répondez. Donc, en fait, vous êtes en train de cultiver de cette façon-là, par rapport à vos propres pensées critiques négatives, des choses qui vont vous permettre d'abord de sortir les pensées négatives qui sont là, et puis ensuite d'apprendre à répondre à ces pensées-là, à les conscientiser, à répondre à ces pensées-là d'une façon qui va renforcer votre capacité à vous offrir de la douceur. Et peut-être qu'au début, ça va être difficile de vous donner des réponses à vous-même. Mhm. Du coup, c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, je donne des réponses comme si je les donnais à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami, parce que ça aide au début. C'est Mais ça. on peut être vraiment très surpris de notre capacité à s'offrir ce dont on a besoin. Ouais, exactement. Et puis un troisième exercice, Mhm. oh j'adore, Mhm. le voyage imaginaire de l'autocompassion. Mhm. Donc là, l'objectif, c'est de renforcer la connexion que vous avez avec vous-même au travers de l'imagination. Alors, c'est un exercice tout simple, vraiment tout simple. Vous allez trouver un endroit calme, vous n'êtes pas dérangé ni par monsieur, ni par madame, ni par le chien, le chat, les enfants, la par voisine. personne. Voilà. Ok. Vous trouvez un endroit comme ça. Ça peut être chez vous, ça peut être à l'extérieur. D'accord. Vous fermez les yeux et vous imaginez marchant dans un environnement, dans un lieu qui vous procure un profond sentiment de paix et de sécurité. Ça peut être un lieu que vous connaissez déjà, un endroit que vous connaissez déjà, ou un lieu imaginaire. Ok, une forêt, un lac, le bord d'un lac, une plage, le sommet d'une montagne, peu importe. Le creux d'une colline. Peu importe. Au cours du voyage, vous allez rencontrer différentes parties de vous-même.
3 parties. Votre enfant intérieur, que vous allez rencontrer. Ensuite, vous allez rencontrer votre moi actuel. Puis vous allez rencontrer votre futur vous. Et à chaque rencontre, avec votre enfant intérieur, avec votre moi actuel et avec votre futur vous, vous allez engager un dialogue intérieur où vous allez offrir de la compassion, de la douceur, de l'encouragement, de la gratitude, de la reconnaissance à ces différentes facettes de vous-même. Ok ? Donc, une fois que vous avez terminé la rencontre avec ces 3 aspects de vous, vous prenez une grande inspiration, vous ouvrez les yeux, vous pouvez prendre des notes quelque part, on vous encourage souvent à prendre des notes, et cet exercice va vous aider à renforcer petit à petit l'amour propre, l'estime de vous que vous avez, la bienveillance que vous avez envers vous-même à travers des visualisations qui sont des visualisations positives. Exactement. Voilà, on est au terme de cet épisode sur l'autocompassion et plus particulièrement sur c'est quoi l'autocompassion, à quoi ça sert dans une période de transition. Je crois qu'on a répondu à cette question aujourd'hui. Et si tu cherches, tout comme nous, en fait, à renforcer ta confiance en toi à travers l'autocompassion, oublie pas de t'abonner à notre podcast. C'est ça. Voilà. Et puis ensemble, on apprend à naviguer sur les transitions de la vie avec peut-être un peu plus de douceur et de force. Oui, et puis merci à toutes celles et ceux qui nous ont déjà envoyé des commentaires savoureux. Peut-être qu'on fera un épisode spécifique là-dessus, qui nous ont aussi posé des questions. Si vous souhaitez le faire, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur le site jeanmarcterrel.com/podcast. Vous allez trouver un formulaire confidentiel dans lequel vous pouvez nous dire à quel point vous nous aimez. On peut demander quelque chose comme ça? Il y a de la honte à demander quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas de honte. Ou peut-être nous poser une question. On n'est pas très habitués, c'est tout. Ok, nous poser une question sur une thématique qui vous préoccupe. Voilà, en tout cas, ce formulaire est là à votre disposition et puis vous pouvez nous aider aussi à faire connaître ce podcast en le notant sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez actuellement, en laissant une petite note, c'est en un clic, 2 clics, une petite étoile et mieux un commentaire. Ça aide les algorithmes à dire que ces 2 personnes qui sont là et qui parlent ne sont pas toutes seules, qu'il y a vraiment des gens qui écoutent. Voilà. Faites-vous une belle matinée, après-midi, soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous faire aujourd'hui quelque chose qui vous fasse du bien.